Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est toujours un plaisir, merci de votre fidélité, merci aussi également à tous ceux et celles qui commentent, réagissent sur les réseaux sociaux. Je veux parler évidemment, je fais référence à Facebook, ça s'intitule Ça fait débat, vous likez, vous réagissez, vous commentez en toute liberté d'expression et vous êtes très nombreux à le faire et je vous en remercie, mais également sur Twitter, @CFDébat. Merci de votre fidélité, c'est parti, vous savez ce qui a retenu notre attention au sommaire, au menu de cette émission, eh bien 3 sujets d'actualité. Direction le Niger, avec cette vive tension entre pouvoir et opposition à un mois de la présidentielle. On parle d'un tentative de coup d'État déjoué. C'était au mois de décembre que ça se passait. On parle de 12 militaires et un civil, évidemment, arrêté. La répression à Djibouti. Vraiment, on parle très peu de Djibouti ici même dans Ça fait débat. On a décidé d'en parler avec à la fois ces manifestations culturelles qui sont réprimées, la police qui aurait tiré à balles réelles en faisant 25 morts, le gouvernement, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il a la volonté de museler la voix du peuple? C'est les sujets ici, les questions qu'on soulève dans Ça fait débat. Et enfin, direction le Bénin. Oui, le Bénin, on parle déjà d'un grand favori, un candidat qui est Premier ministre, il s'appelle Lionel Zinsou. Eh bien, on parle d'ores et déjà d'un chiffre record. 48 candidats en liste pour la présidentielle. On en parle, c'est ici que ça se passe, et nulle part ailleurs. C'est dans Ça fait débat et c'est sur Télé Sud. Et numéro 23, bienvenue à vous tous, c'est parti. Allez, je vais commencer par la seule femme qui est avec nous. Elle est journaliste et elle s'appelle Nicole Suzy. Bonjour Nicole. Bonjour Adil. Comment vas-tu? Très bien. J'aime bien, je tutoie soudainement. Comment allez-vous? Même. Ça va, tout va bien? On peut se tutoyer. Un tout nouveau parmi nous, et bien sûr, puisque évidemment il s'agira de traiter de Djibouti. Il est d'origine, vous venez de Djibouti aussi, il me semble. Vous vous appelez Hachine Louata Ahmed, vous êtes le porte-parole de l'IDJ Europe. Oui, On va en parler, hein, Djibouti. Hein. Oui, ma foi, oui. Ça inquiète? Ah oui, beaucoup de gens? Très inquiet. Oula, très inquiétant? Oui. On va en parler tout à l'heure. Alors attendez, gardez votre énergie, et évidemment vos propos, et d'ailleurs votre argumentation pour tout à l'heure. On parle aussi également avec Jean-Claude Félix Chikaya, qui est chercheur à l'IPSE. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tout va et bien. vous? Et enfin, Farid Temsamani, consultant Afrique. Tout va bien? Très bien. Eh bien, allez tout de suite direction le Niger. Le Niger, il s'agit là de parler à la fois de des présidentielles, de la présidentielle qui approche à grands pas, hein, bien sûr. Et puis, on parle aussi de cette tentative de coup d'État déjoué. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage réalisé par Ahmed Parezo. Et on vient tout de suite sur le plateau le commenter. Regardez. Des avocats en colère contre les détentions arbitraires. Et pour entendre leurs revendications, l'Ordre des avocats nigériens a initié lundi la fermeture de leur cabinet, aucune plaidoirie au tribunal. Ces avocats dénoncent la multiplication des interpellations et détentions extrajudiciaires par les services de la Direction générale de la documentation et de la sécurité d'État nigérienne, notamment depuis l'affaire du coup d'État déjoué. La DGDSE, service directement rattaché à la présidence de la République, procède depuis quelque temps à des interpellations, à des arrestations et à des détentions. Que ces actes qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire ne sauraient être exercés par un service de la présidence de la République. Le président nigérien Mahamadou Issoufou avait révélé une tentative de coup d'État déjoué au Niger le 17 décembre dernier. Et après cette annonce, plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne et des civils avaient été interpellés. Ils sont toujours gardés dans les locaux de la DGDSE et les avocats ne peuvent pas rencontrer leurs clients détenus en lien avec ce putsch. Le barreau demande au président de la République, en sa qualité de garant du respect de la Constitution, d'ordonner à la DGDSE d'arrêter d'usurper les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire. À l'approche des élections couplées, présidentielles et législatives, prévues le 21 février 2016, le climat politique est tendu au Niger. Une marche programmée par l'opposition à Niamey pour notamment dénoncer des arrestations arbitraires de ses militants a été interdite par les autorités. Vous l'aurez compris, c'est un sujet réalisé par Patricia Drilling. Dites-moi, alors on va lancer quand même le sujet, parce que c'est vrai que tout le monde se préoccupe. La tension est vive au Niger, entre le pouvoir et l'opposition, vous l'avez remarqué, vous l'avez observé avec ce reportage. À tout juste, vraiment rappelons-le, à un mois de la présidentielle. Première question, dites-moi, cet attentat déjoué avec 12 militaires et un civil qui ont été arrêtés, qu'est-ce que cela vous inspire, Jean-Claude Félix Chikaya? Ce que cela m'inspire, à un mois des élections.
C'est un autre point d'orgue qui malheureusement participe à un pouvoir qui devient de plus en plus exsangue. On voit bien que ceux accusés, alors je ne vais pas faire la justice à la place de la justice nigériane, telle que ça a été en plus assez justement souligné et dit par le barreau des avocats. Il y a des arrestations intempestives, arbitraires, des détentions arbitraires et le climat est délétère aujourd'hui à Niamey et ailleurs. Et à un mois des présidentielles, ça laisse augurer quand même l'augmentation des tensions et des incertitudes quant à la tenue du scrutin et la véracité des résultats et comment cela va se conduire et s'exercer. Donc l'inquiétude est à Niamey et ailleurs et dans la communauté internationale qui a déjà demandé par l'intermédiaire des États-Unis un peu plus de dialogue. Certains pays sont silencieux étrangement et puis d'autres quand même demandent qu'il y ait un État qui soit plus respectueux du droit. Alors justement, on va faire un tour de table. On parle, Jean-Claude Félix Chikaya parle d'augmentation, je parle de ces violences, il fait référence aux violences. Vous, Farid Temsamani, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que finalement le président Issoufou peut être préoccupé et inquiété par ce climat délétère dont fait référence Jean-Claude Félix Chikaya? Oui, je pense qu'il est forcément inquiété. Sur ce coup d'État déjoué, malheureusement, je ne suis absolument pas surpris. La traditionnelle période préélectorale, parfois, peut amener à ce type d'opération. C'est un pays qui a connu dans le passé énormément de coups d'État, il ne faut pas l'oublier. Ce qui a plutôt une note positive, c'est que, en tout cas me concernant, c'est que j'estime que les services de renseignement ont plutôt bien fonctionné en la matière. Je sais qu'il y a des doutes sur la véracité concrète de ce projet de coup d'État. Moi, je trouve que les services ont plutôt bien fonctionné lorsqu'on connaît le pays en question. Maintenant, la période ça n'excuse en rien les atteintes aux libertés, et notamment des services de défense tels que ça a été précisé par le bâtonnier de Niamey. Je trouve effectivement que c'est une pente relativement dangereuse, surtout lorsque l'on connaît le parcours même du président actuel. C'est quelqu'un qui lui-même a eu à subir, malheureusement, dans le passé, ce type d'opération. Malheureusement, finalement, quels que soient les hommes ou les femmes, finalement, ça recommence. Je trouve ça relativement triste et je trouve que c'est très dangereux et que la société civile a raison, l'opposition notamment, mais la société civile surtout a raison justement de s'insurger face à ces pratiques, on va dire, que nous espérions sans cesse d'un autre âge, mais qui finalement sont encore là et la réalité nous le ramène. Nous le ramène. Alors dites-moi, est-ce que vous savez, l'opposition accuse clairement également, et elle dit qu'elle régulièrement le pouvoir tente de diviser les partis qui n'appartiennent pas à la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je constate qu'à chaque fois... Je vais donner la parole à Nicole Suzy, mais allez-y, prenez-la. Pardon, excusez-moi. Moi, je constate qu'à chaque fois qu'un dictateur est acculé, il a toujours recours aux mêmes méthodes. À savoir, il fabrique des fausses coups d'État, et ceci pour s'attaquer justement aux démocrates qui luttent justement pour leur liberté. Et encore une fois, il n'est pas exempt, il n'est pas le dernier, ni le premier. Il y aura d'autres pays, d'autres présidents et d'autres pays qui vont suivre le même cheminement que le Niger. Que le Niger. Nicole Suzy? Je voulais abonder dans le même sens. C'est normal, ils le font tous, diviser pour mieux régner, on connaît l'adage. Mais c'est quand même un peu curieux que ça se passe juste un mois avant les élections. Est-ce qu'il a peur de cette opposition en face? On n'en sait rien, mais ce qui n'est pas bien, ce sont ces arrestations-là, à la veille de l'élection présidentielle. Ça intimide les gens. Il risque d'avoir un certain taux d'abstention considérable. Les gens auront peur d'aller se faire établir des listes, de se faire inscrire dans les listes électorales. Et ce n'est pas un modèle de démocratie en agissant de la sorte. Alors, on va parler du cas de Hama Amadou. D'accord? Il a tenté par tous les moyens de recourir et de recouvrir surtout à la liberté. En vain, sachez-le. Il a été écroué depuis près de 2 mois pour un trafic présumé de bébés. Que peut-on dire, évidemment, sur le cas Amadou? Parce que, figurez-vous, beaucoup de gens se posent des questions.
Ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est un compagnon du président actuel politique. Je veux dire, il a été Premier ministre jusqu'il n'y a pas très longtemps. Bon, cette affaire de bébé... Trafic. De trafic de nourrissons. D'ailleurs, je crois que son épouse également est impliquée dans la même affaire. Bon, je ne veux pas m'avancer sur le fond de l'affaire. C'est un peu, à mon sens, c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui est malheureusement toujours très navrant, c'est que ce sont des compagnons de route qui, à un moment donné ou à un autre, se retrouvent en opposition. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'a pas assumé un certain nombre de décisions de la présidence et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a été... il est rentré de son plein gré à Niamey. En plus, il était, alors avant d'être entre guillemets en exil en France, il a été, si je dis pas de bêtises, au Burkina quelques temps. Et donc c'est-à-dire que c'est de son plein gré qu'il a décidé de rentrer. Et d'ailleurs, la communication était très maladroite de la part de la présidence lorsqu'il est arrivé, puisque de manière officielle, la présidence, et là du coup je rejoins ce qui a été dit précédemment sur l'état de droit et notamment le fait de bafouer un certain nombre notamment le pouvoir judiciaire. La présidence, en son état, avait communiqué en disant il faut à tout prix arrêter le personnage. Or, lorsqu'on est dans un état démocratique, ou en tout cas lorsqu'il y a séparation des pouvoirs, effectivement, le pouvoir politique n'a pas à se mêler du pouvoir judiciaire. Et il fallait, même si je ne remets, encore une fois, je ne remets absolument pas en doute le fond de l'affaire, même si j'ai à titre personnel quelques doutes, il aurait fallu laisser le pouvoir judiciaire agir de la sorte. Le fait que la présidence s'en mêle de manière frontale, ça donne l'impression qu'il ne faut absolument pas qu'il le rende parce que peut-être qu'il serait un peu trop gênant dans la course à la présidentielle. C'est la seconde fois, rappelons-le, c'est la seconde fois qu'il demande en tout cas de cette remise en liberté. Et puis rappelons aussi que la Cour de cassation qui l'avait déclaré... avait déclaré en tout cas sa requête irrecevable. Jean-Claude Félix-Chicaya. Oui, c'est un cas, le cas de M. Amar est un cas emblématique de ce qui se passe en ce moment pour l'opposition au Niger et qui souligne comment le droit est bafoué depuis quelques mois. Et là, le point d'orgue, c'est son arrestation à la descente de l'avion, alors que les preuves ne sont pas suffisantes. Si elles l'étaient, la Cour de cassation et autres juridictions et instances ne lui auraient pas laissé le droit d'être candidat. Comment une instance peut donner le droit à un de ses citoyens d'être candidat. Et après, il y a... Comment ? Je pense que c'est simplement la présomption d'innocence. La présomption d'innocence qui a valu aux autres personnes du même dossier de bénéficier donc d'un contrôle judiciaire et d'être en dehors des prisons. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être parti de son plein gré et d'être revenu. Sauf que ce n'est pas la justice du Niger qui a brandi cette sanction à sa descente d'avion. Ça avait l'air d'être quand même une machination, en tout cas bien orchestrée par le pouvoir. Et on voit bien qu'il n'est pas le seul à tomber, malheureusement, sur les fourches codines du pouvoir. C'est qu'un certain nombre de personnes qui étaient prêtes à se coaliser et à représenter donc une coalition de l'opposition contre le président Issoufou sont arrêtés, ou leur entourage et autres, à quelques semaines maintenant du scrutin. Donc il y a comme un emballement certain du pouvoir qui donc ne peut pas passer par les procédures normales qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont gérées et maîtrisées par la justice nigérienne. Donc, voyant le scrutin avancer, il y a un emballement qui vient inquiéter et mettre dans une inquiétude générale les Nigériens. C'est que ils ne savent pas si ils peuvent faire confiance au pouvoir, et ils voient une opposition qu'on tente de décrédibiliser et qu'on embastille. Donc ça met un gros doute sur la tenue d'élections claires et démocratiques et inclusives. Surtout que c'est un pays qui est aux prises avec d'autres menaces, qui a des problèmes économiques et sociaux qui constituent encore un défi assez gigantesque. Il y a des inquiétudes sur beaucoup de champs régaliens du Niger, donc il y a vraiment autre chose à faire que de se conduire de la sorte. Mais ça, je ne suis pas là pour faire la morale à une présidence. Ouais. Je vais distribuer la parole. Un dossier compliqué, hein, on voit bien, un politique. Hein. Ce n'est pas la première fois
qu'il est incarcéré. Dans le passé, souvenez-vous, si je ne dis pas de bêtises, en 2003 ou 2004, il avait déjà eu affaire à une pseudo-affaire où il a été lavé de tout soupçon en 2012. C'est-à-dire que la justice, c'est pas la première fois que la justice lui en veut, c'est un personnage important de l'opposition du pays et je pense qu'il le demeurera. Alors probablement que ça va être compliqué pour lui de faire campagne depuis sa cellule, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que malheureusement, et le président Issoufou devrait le savoir, avec son expérience personnelle, c'est qu'il ne fait que le renforcer au final. Il est très, très populaire, il renforce sa popularité. Nicole Suzy, dites-moi. On se demande souvent, nos chefs d'État, quand ils sont hors du pouvoir, ils ont des idées, ils ont des arguments, ils critiquent le pouvoir en place, mais quand ils viennent, eux, à leur tour, aux affaires, ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes erreurs, ils agissent de la même manière. On se demande s'ils ne sont pas amnésiques, quoi. On ne sait pas où donner de la tête. Est-ce qu'il fait ombrage à la stabilité de M. Issoufou? La question reste posée. Il y a déjà Boko Haram qui fait souffrir le pays. S'il faut encore avoir des assassinats et des arrestations, que deviendront les Nigériens qui se perdent là dans comment je voulais dire, dans ce désordre? Il faut dire les choses. C'est nostalgique, c'est honteux, c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux pour l'Afrique. Nous qui voulons parler de démocratie dans nos pays aujourd'hui, où est la machine judiciaire nigérienne? Je donne la parole à Assine Louata. Dites-moi, climat délétère, il l'a dit tout à l'heure, Jean-Claude Chikaya. Vous pensez vraiment que c'est un climat délétère? Parce que ça y est, le pays est en train d'exploser. Il y a plusieurs pays qui... Politiquement, je parle. Oui, non, mais c'est pas le cas, il n'est pas le seul unique cas en Afrique. Hein. Il y a d'autres pays, on en parlait tout à l'heure. C'est le même système. Hein. Donc, ils pratiquent la même chose. Dès qu'il y a quelque chose qui leur gêne, forcément, comme ce n'est pas des pays démocratiques, forcément, ils ont recours à leur méthode, à savoir opprimer, emprisonner surtout le plus gênant d'entre eux. Et puis, comme ça, le terrain est libre pour eux. Tout simplement. Je suis pas si sûr. Moi, je suis pas certain que le terrain est libre. Est-ce que vous considérez comment le terrain est libre quand mais il faut savoir aussi on réprime d'un côté pour libérer le terrain? Vous pensez vraiment que c'est une politique qui peut fonctionner? Est-ce que la population nigérienne aujourd'hui peut se lever comme, par exemple, l'ont fait les Burkinabés, se lever et dire non, on est contre ce genre de pratique? Est-ce qu'elle est assez je sais pas, elle se lève déjà, mais elle est réprimée. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage. Il y a des marches et des manifestations qui sont soit interdites ou réprimées. Il y a toute contestation et malheureusement est étouffée ou tuée dans l'œuf. Est-ce que la population est vraiment assez forte pour ce bras de fer avec l'armée? Malheureusement, ils sont éprouvés. Ils ont éprouvé déjà et rompu à ce type d'exercice. Il y a un côté plus fort que l'autre. Elle subit la population. Il y a une histoire au Niger qui malheureusement Avant de passer au second sujet. Ouais. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, à savoir est-ce que la population en elle-même est prête effectivement à se soulever, etc. Oui. Moi, j'ai quelques doutes. Il y a une société civile effectivement qui essaie de se construire et d'ailleurs les avocats font partie effectivement de cette société civile qui essaye justement de revendiquer ses libertés et surtout de combattre l'arbitraire, c'est une évidence. Comparativement, parce que ça a été souligné, le Burkina Faso, si on devait prendre exemple, je ne suis pas certain que la société civile dans son ensemble burkinabèse soit du même niveau de maturité que celle du Niger. J'ai quelques doutes à titre personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encourager, ça veut dire que tout simplement, il faut effectivement lui donner encore plus de moyens, qu'il faut effectivement... Je pense que l'équilibre dans une société, dans la construction plutôt, d'une société démocratique, est absolu dans ce qu'on appelle le partage de pouvoir, notamment avec une société civile organisée et développée. L'histoire du Niger n'est pas celui du Burkina. Le Burkina Faso a une tradition importante justement de culture, de société civile, de développement, malgré tout, de liberté. Le Niger n'a pas la même histoire, n'a pas le même pouvoir économique. Tout simplement parce que tout est lié très souvent à un niveau de développement. Le Niger, on ne va pas se le cacher, et fait partie, a une chance inouïe, c'est qu'elle a des mines d'uranium, chose que très peu de pays sur la planète possèdent, que ce sont des infrastructures, en tout cas une matière première qui est
très importante malgré la baisse du coût actuel. Pour nos téléspectateurs, Adil, si je peux me permettre, c'est un tiers de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium du Niger. Il faut quand même le dire. Ça veut dire que, en conséquence, les enjeux, au-delà de... C'est dur ce que je vais dire. Au-delà de la simple liberté, les enjeux économiques et politiques du pays sont d'une autre nature que le Burkina. En quelques mots, avant de passer... En quelques mots, moi, je n'ai aucun doute sur l'aptitude, et je ne me permettrai pas, de chaque personne citoyenne au Niger, au regard de leur humanité et expérience, et ce qu'ils vivent de manière plus grave que nous ici, assis sur cette chaise, ne veulent pas, et ils vont le faire savoir, que ce type d'attitude et de comportement, que ce soit sur le plan social et économique, et au regard de richesses qu'ils voient aussi passer sous leur nez, et que malheureusement, il n'y a pas une traduction dans leur vie personnelle de redistribution des richesses qui est patente. Je sais que vous vous agissez sur le côté, mais c'est criant et spectaculaire. Et on peut comprendre. Pourquoi la tête ? Non, parce que sur le partage de richesses, il n'est absolument pas parfait, ça c'est une évidence. Oui. Néanmoins, je ne veux pas défendre le président actuel, il a quand même largement évolué actuellement que par rapport à l'ancienne présidence. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout à faire au Niger, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut aussi dire la réalité, c'est qu'Issoufou a renégocié un certain nombre de contrats, il a revu à la hausse. Alors, je ne peux pas dire que le pays était pillé, mais la manière dont Areva s'approvisionnait au Niger, en tout cas en termes de contrats, était scandaleuse. Il a remis ça sur la table, il a réussi à négocier. C'est délicat. À renégocier. Oui, quand il est arrivé, il a renégocié les contrats. Avec l'aide d'ailleurs de M. Ama Amadou, parce qu'il est au pouvoir aussi grâce aux 20% de M. Ama Amadou. Ça ne veut pas dire... Et son habileté politique et économique au pouvoir. N'excusant rien la manière dont il traite son opposition et notamment sa société civile. Allez, messieurs, on est bien d'accord. Madame, on va passer au second sujet, à suivre en tout cas de très près, puisque les élections se tiennent précisément le 21 février. Voilà, vous pouvez commenter et réagir sur votre page qui s'intitule Ça fait débat et sur Twitter, @CFDébat. On passe au second sujet, direction Djibouti. Djibouti, évidemment, bien sûr, un pays qu'on traite très peu ici dans Ça fait débat, et j'ai décidé de le traiter parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de courriers concernant vous et certains membres qui me disent, qui m'ont alerté et qui m'ont dit, écoute, ce serait bien de le traiter dans Ça fait débat. Écoutez, c'est la raison pour laquelle, une des raisons que je tenais absolument à vous inviter dans Ça fait débat. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'UDJ en Europe, d'accord ? Oui, c'est ça. Et alors, on va essayer quand même d'apporter une analyse concernant la politique actuelle à Djibouti. Manifestation, juste un petit rappel, manifestation culturelle réprimée il y a quelques semaines. C'était précisément en décembre dernier. La police aurait tiré à balles réelles, faisant 25 morts, d'accord ? Selon l'Union pour le salut national, c'est l'UNS, d'accord ? Qui clairement dénonce un certain nombre de choses, et quand même une centaine de blessés. Alors, plusieurs de ces dirigeants auraient été arrêtés et d'autres grièvement blessés. Dites-moi alors, je lance le débat, je m'adresse à tout le monde, mais comme je profite et que vous êtes spécialiste de Djibouti, dites-moi, la coalition d'opposition, alors elle affirme également que son bureau a fait l'objet d'une intervention policière à plusieurs reprises. Comment se place la situation ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Quel est votre état d'esprit ? Tout d'abord, permettez-moi de m'adresser tous mes condoléances aux familles endeuillées. Il y a eu 27 morts, plusieurs disparus et un prompt rétablissement aux blessés. Et à Djibouti actuellement, la situation est très grave. Donc le 21 décembre, il y a eu... ils ont demandé l'autorisation, parce que c'est des rites culturels, tous les ans, c'est la même période. Ils ont demandé l'autorisation de ce rituel. Donc le ministère de l'Intérieur avait donné l'autorisation 4 mois auparavant. Et le jour J, 2 jours avant, la police se présente à Loro, sur le quartier de Balbala, où justement la cérémonie devrait se dérouler. Et ils demandent de déguerpir, de sortir de là, de partir de là et d'aller dans un autre endroit. Donc du coup, les organisateurs ont dit, mais non, on a l'autorisation. Bref, je vous en passe les détails. Ils ont ouvert le feu à balles réelles.
Et sur le champ, il y a eu 27 morts. Il y a eu beaucoup de disparus. Mais rappelons quand même que les élections se tiennent l'an prochain. Au mois de mars. Là. Dans quelques mois, pardon. Au mois d'avril, pardon. Dans quelques mois. Là aussi, hein, donc, comme au Niger et comme au Bénin. Voilà. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Donc là, il y a une situation très tendue. Il y a 27 morts sur le champ, beaucoup de blessés, d'enfants, des femmes. Et beaucoup de disparus surtout. On ne connaît pas le chiffre exact. Qu'est-ce qu'on cherche à Djibouti? C'est quoi? Qu'est-ce que cherche le président Guelleh et le gouvernement? Est-ce qu'ils cherchent clairement, est-ce qu'ils ont la volonté ferme de museler, par exemple, le peuple? À Djibouti, le président actuel, Ismaël Omar Guelleh, a décrété unilatéralement de se représenter en 4 mandats sans opposition, sans rien. Donc il s'est déclaré candidat, c'est son droit. Candidat, le 8 janvier, il s'est déclaré, il s'est même pas dit déclaré, il a fait une intronisation. Ça veut dire qu'introniser, c'est trône. Donc pour lui, c'est déjà joué d'avance. Donc l'opposition est muselée. Ils ont tiré à balles réelles chez un particulier de l'USN. Le président de l'USN actuellement a failli mourir, se faire écraser par une voiture. Le membre de l'opposition, comme le secrétaire général, M. TX, est actuellement en prison. Et plus particulièrement, et encore plus flagrant, il y a le plus jeune député dans cette salle-là, dans cette chambre-là. Il y a eu deux pratiquement laissés pour morts. Il y a le jeune député Saïd Hussein Roblé qui a reçu 2 balles dans la gorge. Il y a l'ancien ministre, M. Oumed, qui a lui aussi reçu 4 balles. Et tout ce beau monde-là est hospitalisé. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Après, je vais donner la parole aux voilà. autres. Non, mais je vois bien, vous êtes en train de nous faire un état des lieux, évidemment, voilà. Qui est très grave, que vous dénoncez là ici. Mais est-ce que le gouvernement cherche clairement à serrer la vis contre l'opposition? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, ils se sont en train de serrer la vis, mais complètement, et embrigader tout le monde. Donc il y a un état d'urgence qui a été décrété par ce gouvernement. Et cet état d'urgence... Justifié? Non justifié, puisqu'il fait le copier-coller de la France. Faisons un tour de table. Alors, il faut que ça fasse débat aussi. Hein. Faisons un tour de table. Farid Temsamani, je vous ai vu réagir sans prendre la parole, mais évidemment aux propos tenus par Hassine Louata Ahmed, peut-être si je me trompe, hein, mais je vous ai vu en tout cas secouer légèrement la tête. Est-ce que là, clairement, vous en tant que spécialiste Afrique, quand on parle d'abord très peu de Djibouti, d'abord pour quelle raison? Pourquoi? Ni la France ni l'Europe s'intéressent à ce qui se passe là en ce moment même à Djibouti. C'est vrai, on n'en parle pas. Nous, les médias y compris. Moi, si on m'avait pas alerté, franchement, je suis pas sûr, sauf si élection. Là, à quelques semaines des élections, on l'aurait peut-être traité ici dans Ça fait débat. Mais là, j'ai saisi évidemment leurs propositions en disant qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, tout ce qui vient d'être dit, là, exposé, et ça a attiré mon attention. Est-ce que le gouvernement, il veut museler la voix du peuple? Première question. La deuxième, est-ce que le gouvernement cherche aussi à abattre l'opposition? Quand je dis abattre, c'est-à-dire à serrer les vis. J'ai envie de vous répondre, c'est pas la première fois à Djibouti. On a tort de ne pas parler assez de Djibouti, puisque Djibouti occupe une place stratégique, plus que d'autres pays. Politiquement? À tout point de vue. Tout point de vue. D'un point de vue géopolitique et politiquement, l'histoire du pays, il fait partie de ces pays qui mériteraient d'être un peu plus démocratiques, si je peux me permettre. Pourquoi on en parle très peu? Pour une raison très simple, c'est que Djibouti a une population relativement plus faible que d'autres pays. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas de qualité, mais en termes de nombre, en fait, on est moins important. Qu'il y a une situation que Djibouti, en fait, a sur son sol 2 bases internationales pour, si je ne dis pas de bêtises, les Américains, les États-Unis d'Amérique et la France. Donc là également, sur des conditions de location parfois décriées, il faut également le dire. Néanmoins, lorsque l'on, pour être très clair, lorsque l'on tire sur son propre peuple, que l'on soit à Djibouti ou ailleurs, tel qu'on a pu le voir notamment au Burkina ou en Tunisie, ce sont des pratiques qu'il faut clairement dénoncer et on ne peut pas accepter, quelles que soient les raisons, quel que soit le climat, les élections, etc., continuer à accepter. Alors je vais bien entendre dénoncer. Alors ni la France ni la communauté internationale n'ont réagi. Pour une raison très... Oui, mais très peu. Les États-Unis ont réagi, ont condamné. Oui, mais on condamné avec un communiqué, un simple petit communiqué que j'ai lu. Le communiqué était virulent par rapport à la France, qui a juste fait un petit communiqué, oui, on est au courant, tout simplement. Mais vraiment limpide, quoi.
Mais par contre, je peux rajouter ce que vous dites, il y a beaucoup de bases militaires, et y compris toutes les Européens. Tous les Européens sont présents. Les deux plus grosses, il me semble que c'est les États-Unis et la France. Non. Il y a les Japon. C'est la première fois que le Japon, à l'extérieur de leur pays, ont créé une base à l'étranger. C'est à Djibouti. Il y a les Russes. Les Russes, les Russes sont bien installés. Sont à côté. Il y a les Chinois surtout. Surtout les Chinois qui viennent d'arriver en force. Et je vous dis... Mais il n'a pas tort, Farid. C'est vrai que la grande puissance, quand même, est très présente. Ils sont tous présents, sauf que... Les États-Unis, je veux dire, ils ont quand même leur mot à dire. Et c'est eux qui dirigent un peu... Non, mais les États-Unis, contrairement à la France et aux autres puissances, c'est le seul pays démocrate qui ont réagi avec virulence. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Avec leur communiqué. Mais quelles mesures ont été prises? Ouais, on peut réagir, mais il faut prendre des mesures, il faut que ça cesse. On ne peut pas tuer des gens comme ça. Mais ça va continuer. Non, mais enfin, on n'est pas là pour... on va tenter de comprendre. Alors, c'est très dangereux à ce moment. C'est très critique. Et la tuerie qui a eu lieu le 21 va recommencer encore. Puisqu'on avance dans le temps, on s'approchera des élections présidentielles, ça va recommencer. Ça va recommencer, vous êtes persuadé? Ça va recommencer, forcément. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure en exergue, vous êtes très inquiet. Je vous ai vu insister dans le très inquiet. Jean-Claude Félix Chicaya. On est très inquiet, et puis en même temps on est muselé. Mais il n'y a aucun pays qui, même quand on parlait tout à l'heure du Niger, c'est pas le même théorie. Je crois que la situation, on peut dire qu'elle est quand même beaucoup plus préoccupante qu'au Niger, non ? Oui. Parce que c'est à l'état de siège. C'est le couvre-feu, au fait. Alors, c'est même pas l'état de siège, c'est le couvre-feu. Jean-Claude Félix Chicaya. Évidemment, chercheur à l'IPSE, et dire, ça fait beaucoup quand même pour un pays petit, comme l'a rappelé Farid Temsamani. État d'urgence décrété, bon, un peu comme la France, comme l'a souligné Hassen Louata Ahmed. Un gouvernement muselé, je ne fais que dire évidemment ce qu'il est en train de nous dire ici. La voix du peuple muselé, on vise évidemment l'opposition. Vous, alors, quel est votre sentiment? Est-ce que ça va aller de pire en pire? Il y a toute une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui, de ce scrutin avançant en termes de date dans l'histoire de Djibouti, qui est une place fondamentale sur le plan géopolitique et géostratégique, comme ça a été rappelé. Le nombre de souverainetés, je vais les appeler pays, mais les souverainetés qui sont à l'intérieur de la souveraineté normalement faite de son peuple, la souveraineté appartient au peuple de Djibouti, eh ben, le peuple se sent comme confisqué de son propre, entre guillemets, territoire, même j'enlève les guillemets, et de son pouvoir en tant que citoyen. C'est-à-dire comment, aux yeux du monde, c'est-à-dire que une bonne partie des grandes puissances du monde connaissent Djibouti, mais pas seulement sur le plan géopolitique, mais aussi, sont aussi sur place, j'allais dire sur base, et comment peuvent cohabiter de telles entraves aux droits et un pays ensanglanté, et des personnes qui sont là militairement et économiquement, donc deux pouvoirs bien scindés et interconnectés, comment cela peut se passer à l'intérieur d'un continent. Donc il faut poser la question à l'UA, à d'autres organisations sous-régionales et régionales, après demander à l'UE et autres, mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que l'État, je finis, c'est-à-dire que l'État est de manière spectaculaire, là encore, en train de museler un peu plus que les mois derniers, parce que les mois derniers, on ne peut pas dire que la démocratie était tranquillement fleurie dans toutes les heures, dans toutes les rues de Djibouti. C'est-à-dire que c'est pas parti ex nihilo, les gens de Djibouti connaissaient les risques encourus de créer, ils voulaient créer donc une coalition, une opposition. La coalition qui dénonce clairement cette Exactement. volonté de faire taire, comme vous le dites, l'opposition. Est-ce que la situation est très grave? Nicole Suzy, je vous redonne la parole. Je pense que le président Guelleh avait annoncé lui-même qu'il avait accompli sa mission et qu'il n'allait pas se représenter à une prochaine élection présidentielle. Bon, c'est monnaie courante un peu en Afrique aujourd'hui. Non, je ne me représenterai plus. Et puis, on fait des pieds et des mains pour se maintenir là. On devrait changer de mentalité aujourd'hui. Si on veut que les autres, c'est-à-dire que les Européens nous prennent au sérieux, il faut qu'on ait des chefs d'État à la hauteur de la confiance qu'on leur fait en votant pour eux. On ne peut pas dire un jour une chose et le lendemain dire le contraire. Est-ce qu'on est vraiment mature en Afrique? Je me demande, parce que quand l'Occident nous dit qu'on n'est pas assez mature politiquement parlant, on dit qu'on nous insulte. Et là, regardez le cas de Djibouti, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'est pas vraiment mature en politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais oui. C'est pas une question. Mais si des pays, je m'explique, monsieur. Si des pays, alors, citez-moi.
Moi, je dirais presque que c'est insulter quelques-uns, alors, si vous dites que... Mais oui, mais c'est déplorable, mais c'est Ouais. déplorable. Il y a des pays où ça se passe très bien. Oui, je sais, comme au Ghana, par Le exemple. Sénégal. Je pense que le président Le Guelleh est quand même Sénégal, suffisamment mature. Mature, Hein. oui. Il sait ce qu'il Oui, mais- fait et non, il mais a on une peut pas expérience. dire- on ne peut pas dire qu'on a été président 3 fois et jurer la main sur le cœur, la 4e fois, je me retire, et dire non, c'est moi, il l'a même déclaré, moi je voulais bien partir, mais c'est mon peuple qui me demande de rester là, de revenir. Bon, est-ce on a sondé le peuple, on a fait un référendum. Je ne sais pas si les Djiboutiens qui sont en train de se faire tuer, dans le lot, il y en a au moins une dizaine qui est demandé au président Guelleh de se représenter au pouvoir. C'est malheureux pour l'Afrique, il faut le dire. Hassan Ouattara. Oui, c'est comme un chef d'État dictatorial depuis... ça fait 40 ans Non, mais qu'il est vous au avez fait pouvoir. référence à cette maturité, vous êtes d'accord ou pas Mature, je sais pas. Moi, je suis pas sûr qu'il est assez mature pour justement se représenter, parce que s'il était assez mature, il devrait laisser le pouvoir et justement quitter et rentrer tranquillement chez lui. Mais par contre, là où justement l'USN, enfin lui, il était habitué parce qu'on a boycotté depuis 10 ans toute élection, qu'elle soit législative, présidentielle, on a tout le temps boycotté. Mais par contre, en 2013, quand on se présentait coalisés, c'est-à-dire les partis politiques qui sont coalisés, ils ne s'attendaient pas à ça, en fait. Donc on avait fait pendant les législatives, on l'avait remporté. Bref, je vous en passe. Après, on a signé un accord cadre pour justement stabiliser le pays. Parce que l'USN était responsable de tout le mouvement et de la population. Donc elle les a toujours calmés. Elle les a toujours retenus pacifiquement. Maintenant... Aujourd'hui, la donne a changé, c'est ça? La donne a changé. La donne a changé. L'USN maîtrise toujours la population. Elle a toujours son aura à dire. Mais néanmoins, avec tout ce qui vient de se passer, l'USN ne peut pas garantir la suite. La suite, Dieu seul le sait comment ça tournera. Mais pour le moment, celui qui a ouvert le feu, c'est lui qui a ouvert la brèche. L'USN n'a jamais... et contrairement à pas mal de choses, l'état d'urgence ne vise que l'USN. Il y a le 8 janvier, c'est récemment, il y a quelques jours, lors de son intronisation, c'était une manifestation. Et Oui, ça on a tombait bien sous vu. le coup de la loi. Absolument. Donc, Quand du je coup, parlais de maturité politique, je vais regarder le cas. Il faut qu'on avance, Oui, qu'on va traiter le rapidement. Je me pose la question. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine, où Ziguélé demande qu'on recompte manuellement les voix. Vous voyez tout le temps que ça prend. On a donné des résultats. Le Centrafrique connaît la situation qu'elle connaît. Il y a eu des élections, on donne les résultats. Il veut qu'on recompte manuellement, c'est-à-dire... Restons à Djibouti, Voilà. si vous voulez bien. Donc, est-ce que ce genre de cas ne peut pas nous amener à dire qu'on n'est Vous pas voulez assez réagir? mature Il faut qu'on politiquement? passe au Bénin. Je voudrais juste rajouter sur Djibouti que, de manière assez spectaculaire, l'état d'urgence est mis en place alors que c'est le pouvoir qui tire sur ses manifestants et sur son peuple. Et en réaction, pour empêcher toute autre manifestation, il établit donc l'état d'urgence. Donc la comparaison avec la France est complètement incongrue. Et c'est plutôt pour nourrir un État. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler, je pense, d'immaturité ou de maturité qui n'est pas arrivée à son terme, parce que sinon on va mettre malheureusement de parler d'une humanité pas aboutie. Et l'Afrique a assez subi ce type de préjugés. Je pense que là c'est un pouvoir politique qui, dans le dictionnaire, est à notre disposition. C'est soit totalitaire, soit dictatorial. Et voilà. En quelques mots, vous ne sortent pas du CP. Sur le mot d'état d'urgence, vous n'êtes pas Oui, d'accord? c'est sur l'état d'urgence. Bon, premièrement, le fait de vouloir se reproduire pour un 4e mandat, c'est une erreur historique. Et l'histoire, effectivement, retiendra que lui, à Djibouti comme ailleurs, passer par un référendum comme au Congo. Alors, Et puis, la différence même, c'est que la Constitution lui permet aujourd'hui officiellement de se représenter. Sur l'état d'urgence, en fait, l'état d'urgence a été décrété. L'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Complètement, on est bien d'accord. L'état d'urgence a été décrété suite effectivement aux attentats de Paris et effectivement de Bamako au Mali. Et non pas exclusivement à la suite
des manifestations prévues effectivement par l'opposition. Il faut juste faire attention. N'oublions pas que... Personne n'est dupe. N'oublions pas... Alors, il s'en sert, c'est une évidence. Oui. Mais on peut pas laisser dire qu'il a décrété l'état d'urgence pour que l'opposition ne manifeste pas. Ça, c'est une erreur. Il en profite. Laisser dire, vous pouvez laisser les gens réfléchir et certitude. Et énoncer certaines certitudes. Le jour même où il a décrété l'état d'urgence, 2 jours après, lui-même, lui-même, il a organisé une manifestation de Djibouti jusqu'à Arta, à 40 km. Donc il partait de Djibouti-Ville et il faisait 40 km. Il en profite, vous avez complètement raison. Voilà, c'est ça que j'ai une seule interrogation. C'est uniquement... Et ça m'embête ça m'embête d'être dans cette posture-là. Mais est-ce que à Djibouti, n'existe-t-il pas de menace terroriste? Non. Personne n'en dit ça. Non, je vais vous répondre. La seule menace qui existe à Djibouti, les terroristes, comme il est dit si bien, c'est lui-même. Tous les attentats commis à Djibouti n'ont jamais été élucidés. Pour quelle raison? C'est lui-même là. Il n'existe pas de risque terroriste à Djibouti. Le seul terroriste qui peut y en avoir, où les terroristes peuvent venir de là, c'est l'État même. Ah, c'est l'État, vous allez fort, vous. Hein. C'est l'État. C'est Ismaël Omar Guelleh. Je le lance textuellement. Oula, vous allez loin. J'irai pas jusque-là. Non, moi j'irai jusqu'à là, j'ai pas... Vous allez loin, là, non? Je vous le dis, parce que tous les attentats qui ont été commis depuis que le petit pays, le petite histoire de Djibouti existe, n'a jamais été résolu. Je vous parle de manière contemporaine, actuellement, dans le climat actuel, et notamment dans un certain nombre de zones africaines, et on a parlé tout à l'heure de la situation géostratégique, mais également des bases militaires étrangères. Je vous ai posé une interrogation. Oui, monsieur. À Djibouti? Oui, monsieur. Quand vous allez à Djibouti, déjà, le jour où on vous acceptera pas parce que vous êtes journaliste, donc on vous acceptera pas parce que il y a pas de, non, mais il n'y a pas de journaliste à Djibouti, il n'y a pas d'observateur. Non, mais il n'y a pas d'observateur. Je ne suis pas observateur non plus. Il n'y a pas de journaliste à Djibouti. Je vous rassure. Il n'y a pas d'organe de presse à Djibouti. Non, il y en a qu'une seule. Si, il y en a quelques-uns. Je vous rassure. Non, il n'y en a qu'une seule, c'est la RTT, le journal gouvernemental, la radio gouvernementale, c'est tout. Mais je vous rassure, j'ai connu Djibouti et j'aurais plaisir à y retourner. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Simplement, quand vous rentrez à Djibouti, vous voyez tout de suite l'état des choses. Tout de suite. Les Américains sont embrigadés, ils sortent pas dans leur caserne. Tout à fait. Les militaires français, dans le temps, ils allaient dans les cafés, tout ça, donc c'est fini. Donc l'état d'urgence, ça ne veut pas. C'est pas parce que. En Dolby, j'entends votre question. C'est le Chebab, le machin. Là, les Chebab, ils sont concentrés en Somalie, dans leur territoire. Je vous ai posé une interrogation. Non, mais vous m'avez répondu. Bon, soyons prudents. Soyons prudents. Le seul terroriste qui peut y en avoir et qui commet les attentats. Faisons attention. Vous dites c'est l'État, faisons attention quand même, parce que non mais faisons juste attention parce que quand même là il s'agit quand même de sujets explosifs, sensibles, etc. Et que on peut pas dire que les terroristes sont eux-mêmes, c'est l'État elle-même. Hein, donc bon, faisons attention quand même. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est votre ressenti. C'est votre ressenti. Vous avez le droit. C'est votre ressenti. Vous avez le droit. Le débat continue. Oui. Pardon. C'est pas qu'un ressenti, c'est une véracité que je l'ai dit. D'accord. Bon, en tout cas le débat. Voilà. Je propose ce débat. Je le soumets à tous celles et ceux qui nous regardent sur la page Facebook. Ça fait débat. Vous likez, vous commentez sur Twitter @CFDébat. Dernier sujet, il nous reste peu de temps. Je veux traiter du Bénin. C'est vraiment coïncidence et il se trouve que l'Afrique là évidemment a un calendrier à peu près d'élections chargé, puis surtout qui concerne les élections présidentielles. Allez, direction le Bénin. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce reportage réalisé par Ahmed Parezo. Regardez. Qu'est-ce qui les fait tous courir? La question était à la une de la presse béninoise au lendemain de la clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle de février prochain. 48 candidats pour un fauteuil, celui du président sortant, Thomas Boni-Yayi. Dans le camp du parti au pouvoir, voici celui sur lequel repose l'espoir de l'alternance dans la continuité. Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. Sa candidature vient d'enregistrer le soutien des 2 plus grands partis d'opposition dans le pays. Autant dire qu'il est le grand favori du scrutin. En face de lui, 4 autres candidatures émergent. Pascal Koupaki, ancien Premier ministre du Bénin. Abdoulaye Biotchane, ex-président de la Banque ouest-africaine de développement et ancien ministre. Viennent s'ajouter à cette liste 2 autres noms, Sébastien Adjavon et Patrice Talon. Point commun, ces 2 candidats sont les hommes d'affaires les plus puissants du Bénin.
Sauf surprise, c'est du rang de ces 5 favoris que devrait sortir le nom du futur président du pays. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 février. On parle de 48 candidats en liste pour la présidentielle, 3 fois plus nombreuses que la précédente. Alors est-ce qu'on peut considérer que ça fait trop de candidats pour cette élection? Oui, mais ça fait trop de candidats. Tout le monde veut être président de Mais la 48, République. hein, 48, vous imaginez 48? C'est trop, c'est trop. 48, c'est... C'est un peu une bouffée d'air fraîche quand même. Mais je pense, j'ai comme l'impression... Pour un continent si morose, si on voit un petit bout de pays comme le Bénin qui a une opportunité de 40 ou même plus, je vois qu'une continuité, enfin j'appellerais à faire la continuité, que tout le pays ressemble au Bénin, en quelque sorte. On a parfois l'impression qu'ils veulent juste mettre dans leur CV a été candidat à la présidentielle, parce que franchement, 48 candidats. Alors, on parle sans surprise du Premier ministre, hein, le Lionel Zinsou, qu'on connaît ici très bien, puisque c'est l'ancienne plume de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Et puis surtout aussi, il a fondé un fonds d'investissement, un grand fonds d'investissement. Alors, il est le candidat favori. Est-ce que c'est pas aussi le candidat de la France? Messieurs, je m'adresse à tout le monde. Farid Temsamani, ça vous fait sourire? C'est le candidat des Béninois. C'est le candidat béninois, mais lui-même, il le dit. Je vais vous donner cette déclaration. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je vais la retrouver, il dit, dans une déclaration pas très loin, il dit que j'ai longtemps souffert de mon métissage, à la fois, voilà, on m'a reproché de ne pas être assez noir et en même temps d'être blanc de l'autre côté. Et quand je reviens au Bénin, oui, tu fais ton blanc. Enfin bref, voilà. C'était une déclaration qui a été faite pour le journal Le Monde. En même temps, Lionel Zinsou, tout le monde dit que c'est le candidat de la France. Farid Temsamani? Moi, à sa place, je ferai très attention à être déclaré comme candidat de la France. On a parlé tout à l'heure de la Centrafrique. Il se trouve que le candidat de la France en Centrafrique est arrivé 4e. Et du coup, il demande à recompter les voix. Donc, du coup, il est quasiment exclu du second tour. Moi, je ferai très attention parce que les sorciers blancs de la rue de l'Élysée qui émanent de chez François Hollande, parfois, en Afrique, ne sont pas forcément très bien inspirés. Je dis simplement, vous savez quoi, le retour de Lionel Zinsou au pays avait déclenché, souvenez-vous, je ne sais pas si ça vous avait alerté, déclenché des réactions. C'est vrai. Oui, on a vu le cas de Kofi Annan. De racisme. Voilà, je reprends vraiment sa déclaration. On me reproche d'être blanc alors que j'étais noir en France pendant 60 ans. Et, bon, premièrement, il faut dire une chose, c'est que c'est quelqu'un de qualité. Et c'est... On l'a reçu ici. On fait très souvent le reproche... C'était notre invité ici dans Ça fait débat. On fait très souvent le reproche à une certaine diaspora de ne pas se mettre à disposition de leur pays d'origine. Donc on ne va pas faire, nous, ce reproche à Lionel Zinsou, aujourd'hui Premier ministre et effectivement candidat à l'élection présidentielle. Bon, pour parler très clairement, il y a un accord entre le président actuel et la France sur son atterrissage, on va dire, comme Premier ministre, non pas comme candidat, mais pour préparer effectivement l'élection présidentielle. Je vous rappelle que le Bénin a connu une période politique assez troublée. On a parlé tout à l'heure de l'homme d'affaires voilà, qui a été accusé de tous les maux pendant un certain nombre de temps. Je vous rappellerai l'affaire d'empoisonnement du président actuel. Donc Juste, comme par hasard, juste avant l'élection présidentielle. Bon, voilà. Moi je trouve qu'il faut souligner une chose, c'est que premièrement, le président actuel ne s'accroche pas à une nouvelle élection. Donc ça, on parlait tout à l'heure malheureusement du cas de Djibouti. C'est plutôt une excellente chose. Il y a 48 candidats. Honnêtement, bon, je trouve que c'est la démocratie qui vit, c'est bien. En réalité, ça ne fait que favoriser le candidat principal d'une certaine manière. Je rappellerai juste, et je terminerai là-dessus, c'est que même le parti politique même le parti politique du Premier ministre, donc du candidat, en son sein, certains se présentent contre lui également. Donc bon, moi je trouve que c'est bien. Ça fait vivre la démocratie. On a besoin de cette bouffée d'oxygène, de cette élection, en tout cas de cette campagne, parce que du coup, on va pouvoir parler de beaucoup de choses, et que le Bénin puisse grandir, que le Bénin puisse continuer dans sa voie de développement. Et moi, je voudrais... Alors, c'est assez paradoxal, parce que dans un certain nombre de pays, on parle politique tout le temps. On ne fait que ça. Et moi, je le dis, je suis africain, donc je le dis avec humilité. Parfois, la politique, c'est bien d'en parler à des instants
discuter, mais c'est bien également de faire autre chose, de pouvoir parler économie, de savoir qu'est-ce que depuis qu'il est arrivé comme à la primature, est-ce que véritablement le pays a évolué, a changé positivement ou négativement. Moi, c'est cela qui m'intéresse. Allez, tour de table. Excusez-moi, Farid Oui, Samani. Tour de table, c'est passé, c'est parce qu'il nous reste 2 minutes. Voilà. Oui, Je voudrais entendre tout le monde. Oui, au-delà des rumeurs, et c'est-il le candidat de la France ou non, toute candidature en passe de gagner ou non, en tout cas les 5 ou 6 candidats qui peuvent être à passer la marche suprême, de toute façon, c'est une candidature géopolitique. Donc, quel que soit le candidat dans le monde, il y a des soutiens, et que ce soit sur le plan politique et économique. Donc, ceci étant dit, ce que veulent les Béninois, en grande partie, et plein d'autres citoyens de pays africains et ailleurs, c'est quand même, on sent bien que dans le monde, il y a une mutation politique, une convulsion politique, et il y a des pratiques politiques et un personnel politique où, dans le monde, beaucoup se soulèvent pour qu'il y ait un renouvellement. Donc, le Bénin n'y échappe pas, d'où, entre guillemets, on pourrait dire que c'est la pléthore de candidats, mais comme c'est un pays qui se démocratise, donc il est intéressant qu'il y en ait 48, et on peut dire que les 48 ne sont pas encore toutes validées. Il reste encore quelques incertitudes sur quelques candidatures. Mais on peut dire que se dégagent déjà des tendances, mais la tendance Zinsou, c'est aussi une tendance liée à ses compétences et à ce qu'il fait valoir. Après, sur son métissage, je pense qu'il l'assume. Il y aura, de part et d'autre, du racisme qui sera éteindre avec ses compétences et ce qu'il va faire avec son projet. Allez, Nicole Suzy, sa et ensuite après. peau, peu importe sa couleur de peau, même quand on a la peau bien noire, il y a toujours des... on est toujours... Reproché d'être trop noir ou voilà, exactement. Alors, donc, le Bénin, en quelques mots, le Bénin a aujourd'hui besoin d'un homme à la tête du pays qui va régler les problèmes des Béninois, des problèmes économiques, des problèmes sociaux et même des problèmes humains. Voilà, donc c'est tout. Il faut que les Béninois pensent à leur devenir. Même si ce n'est pas tout rose, j'encourage de suivre l'exemple du Bénin. Écoutez, en tout cas, on conserve cette conclusion. Merci à vous, merci. Le débat continue sur la page Facebook. Vous likez, elle s'intitule Ça fait débat. Et sur Twitter, @CFDébat. Vous êtes très nombreux à le faire. Merci à vous tous. Merci à Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE. Merci à Farid Samani, consultant Afrique. Merci à Nicole Suzy, journaliste. Emergence News, surtout. .org à ne pas manquer, et surtout aller voir et aller cliquer, aller naviguer et aller découvrir ce beau magazine internet. Voilà. Merci. Et merci aussi également à Hassine Louata Ahmed, qui est le porte-parole de l'UDJ Europe. Merci à vous. On va suivre cette actualité évidemment de très près à Djibouti. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique et au réalisateur Valerio. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.